Imaginez cette situation. Vous ressentez une connexion profonde avec quelqu'un. Ses regards, ses gestes, ses mots non dits, tout semble indiquer qu'il éprouve quelque chose de fort pour vous. Pourtant, au moment crucial, il recule. Il devient distant, évitant, presque fuyant. Comment est-ce possible d'aimer et d'avoir peur en même temps? Cette contradiction apparente a fasciné Carl Jung, le célèbre psychanalyste suisse qui a passé sa vie à explorer les mystères de l'âme humaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psyché pour comprendre pourquoi l'amour peut terrifier même les cœurs les plus courageux. Car voici la vérité que Jung a découverte. L'amour véritable nous confronte à nos parties les plus vulnérables, à nos blessures les plus profondes, et parfois, cette confrontation génère une peur primitive qui peut paralyser même la personne la plus déterminée. Cette peur n'est pas une faiblesse, mais plutôt le signe que quelque chose de profondément transformateur est en train de se produire. Elle révèle l'importance sacrée de ce qui se joue dans cette rencontre. Plus la peur est intense, plus le potentiel de transformation est grand. Jung nous enseigne que nous ne tombons pas amoureux par hasard. Nous sommes attirés vers les personnes qui peuvent catalyser notre croissance spirituelle et psychologique, même si cette croissance s'accompagne de turbulences intérieures. L'âme recherche instinctivement ce qui peut la guérir et l'accomplir, mais l'ego, lui, résiste à tout changement qui pourrait ébranler ses fondations. Pour comprendre cette peur, nous devons d'abord explorer l'un des concepts les plus révolutionnaires de Jung, l'ombre. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, niées ou cachées au monde. Ce sont nos insécurités, nos traumatismes non résolus, nos peurs les plus intimes, mais aussi nos potentiels non développés et nos désirs inavoués. Prenons l'exemple de Thomas. Extérieurement, Thomas est un homme accompli, carrière brillante, charisme naturel, entourage admiratif. Il a construit une personnalité qui impressionne et rassure. Mais dans son ombre se cache un petit garçon qui a grandi avec un père absent et une mère critique. Cette partie de lui a appris que l'amour était conditionnel, que pour être aimé, il fallait être parfait, irréprochable, sans faille. Quand Thomas rencontre Sophie et ressent une connexion authentique, son ombre se réveille comme un volcan endormi. L'amour véritable exige la vulnérabilité, l'authenticité. Il demande de se montrer tel qu'on est vraiment, avec nos failles et nos imperfections, nos moments de doute et nos cicatrices émotionnelles. Pour Thomas, c'est terrifiant car son ombre lui murmure. Si elle me voit vraiment, si elle découvre qui tu es derrière le masque, elle partira comme tous les autres. Cette voix intérieure n'est pas malveillante. Elle tente de protéger Thomas de la souffrance qu'il a connue dans l'enfance. Mais en le protégeant, elle l'empêche aussi d'accéder à l'amour authentique qu'il désire tant. Jung disait, ce à quoi nous résistons persiste. Plus Thomas lutte contre sa vulnérabilité, plus sa peur grandit et se renforce. Il se retrouve pris dans un cercle vicieux. Il désire l'intimité, mais fuit précisément ce qui pourrait la créer. Il sabote inconsciemment ses chances de bonheur par peur de souffrir. L'ombre contient aussi nos aspects les plus nobles que nous n'osons pas exprimer. Thomas, par exemple, cache peut-être une sensibilité artistique, une capacité d'émotion profonde, une spiritualité qu'il juge incompatible avec son image de réussite. L'amour menace de révéler toutes ces facettes cachées, belles comme sombres. La peur de l'intimité est donc double. Peur de montrer nos blessures et peur de révéler notre magnificence. Car être pleinement vu, c'est accepter d'être reconnu dans notre totalité, ce qui demande un courage immense. Jung a également identifié un autre mécanisme psychologique crucial, l'anima. L'anima est l'aspect féminin inconscient présent chez chaque homme. Elle représente ses qualités émotionnelles, intuitives et relationnelles souvent réprimées par les conditionnements sociaux et familiaux. Voici ce qui se passe dans les profondeurs de la psyché masculine. Quand un homme tombe amoureux, il projette souvent son anima sur la femme aimée. Elle devient l'incarnation de tout ce qu'il a perdu, réprimé ou nié en lui-même. C'est à la fois magique et terrifiant, car elle représente à ses yeux une complétude qu'il a toujours cherchée. Imaginez Marc, élevé dans un environnement familial strict où exprimer ses émotions était perçu comme de la faiblesse ou de la fragilité. Son père lui répétait « Les hommes ne pleurent pas, les hommes ne montrent pas leurs sentiments ». Son anima, cette partie sensible et émotionnelle de lui, a été enfouie profondément, reléguée dans les caves de son inconscient. Quand Marc rencontre Claire, quelque chose en lui s'illumine soudain. Claire incarne cette liberté émotionnelle qu'il s'interdit depuis toujours. Elle rit facilement, pleure sans honte, exprime spontanément ce qu'elle ressent.
En sa présence, Marc se sent à la fois vivant et terriblement vulnérable. Mais voici le piège psychologique. Marc réalise inconsciemment que s'approcher de Claire signifie se reconnecter à sa propre sensibilité, à ses propres émotions réprimées. Cela implique de défaire des années de conditionnement, de remettre en question sa conception rigide de la masculinité, d'accepter que sa force puisse coexister avec sa tendresse. Cette perspective peut être si bouleversante qu'elle génère une peur panique. Marc se trouve face à un choix existentiel. Rester dans la sécurité de ses habitudes émotionnelles ou s'aventurer dans le territoire inconnu de sa sensibilité authentique. Jung observait que l'amour véritable commence là où nous cessons de projeter et commençons à voir l'autre tel qu'il est vraiment. Mais ce passage de la projection romantique à la réalité relationnelle demande un courage immense et une maturité émotionnelle que beaucoup d'hommes n'ont pas encore développé. L'anima porte aussi en elle les blessures infligées par les figures féminines du passé. Mère critique, sœur malveillante, première amoureuse qui l'a trahi. Toutes ces mémoires s'activent quand l'homme s'approche d'une nouvelle relation significative. Pour Jung, nos premiers liens affectifs façonnent profondément notre manière d'aimer à l'âge adulte. Ces empreintes psychologiques, souvent inconscientes, influencent nos réactions automatiques face à l'intimité et déterminent nos stratégies de protection émotionnelle. Considérons l'histoire d'Alexandre, un cas typique de blessure d'attachement. Enfant, sa mère était imprévisible dans ses réactions, tantôt aimante et présente, tantôt distante et froide, parfois même rejetante sans raison apparente. Cette instabilité émotionnelle a créé chez Alexandre une anxiété permanente concernant l'amour. Alexandre a développé un style d'attachement que les psychologues modernes appellent évitant ou désorganisé. Il a appris à se protéger en maintenant une distance émotionnelle, en ne s'investissant jamais complètement, en gardant toujours une porte de sortie ouverte. Aujourd'hui adulte, quand Alexandre tombe amoureux de Léa, deux forces titanesques s'affrontent en lui. Son cœur, dans sa partie la plus authentique, désire ardemment la proximité, la fusion, l'union complète avec l'être aimé. Mais son système de protection, forgé dans l'enfance par la nécessité de survivre émotionnellement, tire immédiatement la sonnette d'alarme. Son inconscient lui rappelle constamment l'intimité égale souffrance. Plus tu t'approches, plus tu risques d'être blessé. Garde tes distances, ne fais jamais entièrement confiance, reste sur tes gardes. Ces messages automatiques sont si puissants qu'ils peuvent annuler complètement ses désirs conscients d'amour. Cette lutte intérieure crée un comportement paradoxal et souvent incompréhensible pour la partenaire. Alexandre peut déclarer son amour avec une sincérité bouleversante un jour et disparaître complètement le lendemain. Il peut être passionnément présent puis soudainement distant et froid. Ce n'est pas de la manipulation consciente ou de la cruauté délibérée, c'est sa psyché qui tente désespérément de résoudre un conflit interne majeur. Jung nous enseigne que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à la compréhension de nous-mêmes. La peur d'aimer révèle souvent nos blessures les plus anciennes, celles qui ont façonné notre vision du monde et des relations. Ces blessures ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être guéries, transformées, intégrées. Mais cela demande d'abord de les reconnaître, de les comprendre, de les accepter sans jugement. C'est un travail de longue haleine qui nécessite souvent l'aide d'un thérapeute ou d'un guide spirituel. L'amour véritable transforme. Il nous change, nous fait évoluer, parfois de manière radicale et irréversible. Pour Jung, cette transformation peut être perçue comme une menace existentielle par l'ego, cette partie de nous qui s'accroche désespérément à notre identité actuelle, à nos habitudes, à notre vision de nous-mêmes. Prenons Paul, un homme de 38 ans qui a construit méticuleusement son identité autour de son autonomie et de son indépendance. Il est fier de sa liberté, de sa capacité à prendre des décisions sans consulter personne, de sa vie soigneusement organisée selon ses seuls désirs. Cette indépendance n'est pas seulement un choix de vie, c'est devenu le pilier central de son identité. Quand Paul tombe amoureux d'Emma, il réalise progressivement que l'amour véritable implique un certain degré d'interdépendance, de compromis, de négociation permanente. Il découvre qu'aimer authentiquement signifie tenir compte des besoins, des désirs, des rêves de l'autre dans chacune de ses décisions importantes. Cette prise de conscience terrifie Paul au niveau le plus profond de son être. Son ego interprète cette transformation nécessaire comme une perte d'identité, une mort symbolique de ce qu'il a toujours été. Si je m'engage vraiment avec Emma, si j'accepte cette interdépendance, qui serais-je encore?
Vais-je disparaître dans cette relation? Vais-je perdre ce qui fait mon essence? Ces questions existentielles peuvent générer une anxiété paralysante. Jung appelait ce processus la mort symbolique du moi. L'amour nous invite à lâcher certains aspects de nous-mêmes, parfois des aspects auxquels nous tenons énormément, pour renaître dans une version plus complète, plus authentique, mais aussi moins prévisible de nous-mêmes. Ce processus de renaissance exige d'abord d'accepter une forme de mort symbolique, ce qui peut être absolument terrifiant pour quelqu'un qui n'a pas encore développé la confiance nécessaire dans le processus de transformation. L'ego résiste naturellement à cette dissolution parce qu'il ne peut pas concevoir qu'il pourrait survivre à une transformation si radicale. Il ne comprend pas encore que cette mort n'est qu'une métamorphose, comme la chenille qui doit mourir pour permettre au papillon d'émerger. La peur de Paul n'est donc pas irrationnelle. Elle est la réaction normale d'une partie de lui qui tente de préserver ce qu'elle connaît face à l'inconnu de la transformation amoureuse. Dans la psychologie jungienne, l'archétype du héros représente le voyage initiatique vers la maturité et l'accomplissement de soi. Cet archétype pousse l'individu à partir en quête, à affronter des défis, à surmonter des obstacles pour découvrir sa véritable nature. Paradoxalement, certains hommes utilisent cet archétype noble pour fuir l'amour plutôt que pour l'embrasser. Ils transforment leur peur de l'intimité en quête héroïque, en mission importante qui les appelle ailleurs. Olivier incarne parfaitement ce phénomène psychologique. Il se perçoit comme un aventurier moderne, un conquérant qui doit constamment relever de nouveaux défis, explorer de nouveaux territoires, qu'ils soient professionnels, géographiques ou spirituels. Cette vision de lui-même n'est pas fausse, mais elle peut devenir une prison dorée. Quand Olivier rencontre une femme qui éveille en lui des sentiments profonds et authentiques, son archétype du héros mâle intégré se révolte immédiatement. Une voix intérieure, puissante et séduisante, lui souffle « Un vrai héros ne se laisse pas enchaîner par les émotions. Tu as des montagnes à gravir, des océans à traverser, des quêtes importantes à accomplir. L'amour va t'affaiblir, t'empêcher de réaliser ton destin. » Cette voix intérieure transforme l'amour en obstacle à surmonter plutôt qu'en destination à atteindre. Elle fait de la relation une prison plutôt qu'un tremplin vers une version plus accomplie de lui-même. La tragédie d'Olivier, c'est qu'il ne réalise pas que le véritable voyage héroïque pourrait être précisément d'apprendre à aimer, à s'ouvrir, à devenir vulnérable. Cette quête-là demande peut-être plus de courage que toutes ces aventures extérieures. Jung nous rappelle que le privilège d'une vie, c'est d'être qui vous êtes vraiment. Mais parfois, nos archétypes mal intégrés nous éloignent de notre authenticité au lieu de nous en rapprocher. Ils deviennent des masques sophistiqués qui nous cachent la vérité de ce que nous désirons réellement. L'archétype du héros authentique n'évite pas l'amour, il l'intègre comme la plus grande de toutes les aventures, celle qui transforme non seulement l'individu mais aussi le monde autour de lui. Jung a développé le concept révolutionnaire de synchronicité. Ces coïncidences significatives qui semblent orchestrées par une intelligence supérieure, ces événements qui s'alignent de manière si parfaite qu'ils ne peuvent pas être le fruit du hasard. Dans le contexte amoureux, ces synchronicités peuvent amplifier la peur autant que l'émerveillement. Elles donnent à la rencontre une dimension sacrée, fatidique, qui peut être intimidante pour quelqu'un qui n'est pas prêt à accepter que sa vie puisse être guidée par des forces qui le dépassent. Imaginez Julien qui rencontre Sarah dans des circonstances absolument extraordinaires. Ils se trouvent dans le même café au même moment, lisent le même livre rare, commandent la même boisson inhabituelle. Leurs chemins se croisent ensuite de manière répétée. Ils se retrouvent dans le même train, au même concert, chez les mêmes amis sans l'avoir planifié. Leurs conversations révèlent des connexions troublantes. Même rêve d'enfance, même peur profonde, même vision de la vie. Leurs histoires personnelles s'entremêlent de manière si parfaite que tout semble indiquer qu'ils sont faits l'un pour l'autre au sens le plus littéral. Mais pour Julien, ces synchronicités peuvent être profondément intimidantes. Elles suggèrent que cette rencontre a une importance cosmique, qu'elle fait partie d'un plan plus grand, d'un destin qu'il ne contrôle pas. Cette dimension fatale de l'amour peut terroriser quelqu'un qui a construit sa sécurité sur l'illusion de contrôler sa destinée. Julien se trouve face à une question vertigineuse. Et si cette rencontre était vraiment écrite dans les étoiles? Et si j'étais destiné à vivre quelque chose d'extraordinaire avec cette femme? Suis-je prêt à abandonner mon petit confort pour entrer dans cette aventure cosmique? Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, disait Jung.
Mais cet éveil peut d'abord sembler plus effrayant qu'attirant, car il implique d'accepter que nous ne sommes pas les seuls maîtres de notre destinée. Les synchronicités amoureuses nous confrontent à la réalité de notre interconnexion avec l'univers, à l'existence possible d'un plan divin dans nos vies. Cette révélation peut être bouleversante pour une mentalité moderne habituée à tout rationaliser et contrôler. L'individuation est le processus central de la psychologie jungienne. Il s'agit du voyage vers l'accomplissement de notre potentiel le plus authentique, vers la réalisation pleine de ce que nous sommes destinés à devenir. L'amour véritable catalyse souvent ce processus d'individuation de manière puissante et accélérée. Mais il peut aussi révéler notre résistance profonde au changement, notre attachement à nos limitations familières. Antoine a 35 ans et a développé une routine confortable au fil des années. Il connaît parfaitement ses habitudes, ses limites, ses zones de confort. Sa vie est prévisible, stable, sans grande surprise. Cette stabilité lui donne un sentiment de sécurité et de contrôle. Quand Antoine tombe amoureux de Camille, il sent immédiatement que cette relation l'invite à devenir une version plus accomplie de lui-même. Camille a une énergie vivante, une curiosité intellectuelle, une passion pour la vie qui réveille en lui des potentiels endormis depuis longtemps. En sa présence, Antoine se découvre plus créatif, plus spontané, plus courageux. Il a envie d'apprendre de nouvelles choses, de voyager, de sortir de sa zone de confort. Cette version de lui-même est excitante, mais aussi déstabilisante. Mais cette invitation à l'évolution réveille en lui une peur ancestrale, celle de l'inconnu, du changement, de la perte de contrôle. Son système nerveux, programmé pour la survie, interprète cette croissance potentielle comme un danger. Et si je ne suis pas à la hauteur de cette nouvelle version de moi? Et si cette transformation me fait perdre ce que j'ai déjà? Et si j'échoue? Jung observait que la névrose est toujours un substitut à la souffrance légitime. Parfois, nous préférons la souffrance familière de la stagnation, de l'ennui, de la solitude à l'incertitude exaltante d'une transformation par l'amour. Cette résistance au changement n'est pas de la lâcheté, c'est un mécanisme de protection primitif. Mais elle peut nous empêcher d'accéder à la joie et à l'accomplissement que nous désirons au plus profond de nous. L'individuation par l'amour demande d'accepter que nous ne serons plus jamais les mêmes après avoir aimé vraiment. C'est un saut dans le vide qui demande une foi immense en la vie et en notre capacité d'adaptation. Jung a identifié avec précision comment nos relations avec nos parents créent des complexes, des ensembles organisés d'émotions, d'images et d'idées qui fonctionnent de manière semi-autonome dans notre psyché. Ces complexes, formés dans l'enfance, influencent profondément notre capacité à aimer à l'âge adulte. Considérons Vincent, dont la mère était à la fois aimante et possessive, protectrice et intrusive. Enfant, Vincent a dû constamment lutter pour préserver son autonomie et son espace psychologique face à un amour maternel étouffant qui ne respectait pas ses limites. Cette lutte précoce a créé en lui un complexe maternel puissant. D'un côté, il désire ardemment l'amour et la sécurité que représente la figure maternelle. Mais de l'autre, il associe inconsciemment l'amour féminin à une perte de liberté, à un emprisonnement émotionnel. Adulte, quand une femme lui montre de l'affection sincère, le complexe maternel de Vincent s'active automatiquement. Son inconscient ne fait pas la différence entre l'amour sain et respectueux de sa partenaire et l'emprise subtile de sa mère. Résultat paradoxal, plus une femme l'aime sincèrement, plus Vincent se sent inconsciemment menacé dans son autonomie. Il peut fuir l'amour le plus pur par peur de revivre un emprisonnement émotionnel qui appartient à son passé mais qui continue de hanter son présent. Ce complexe peut le pousser à préférer des relations superficielles ou conflictuelles, car elles ne réveillent pas cette terreur primitive de l'engloutissement. Il peut aussi l'amener à tester constamment l'amour de sa partenaire, à provoquer des disputes pour créer de la distance et retrouver un sentiment de contrôle. Connaître votre propre obscurité est la meilleure méthode pour composer avec l'obscurité des autres, enseignait Jung. Comprendre nos complexes parentaux est essentiel pour les dépasser et accéder à des relations adultes épanouissantes. La guérison de ces complexes demande souvent de revisiter l'enfance avec un regard compassionnel, de comprendre les blessures sans les justifier, de pardonner sans oublier. C'est un travail délicat qui libère progressivement notre capacité d'aimer sans projeter nos peurs du passé sur le présent. Pour Jung, l'amour véritable n'est pas seulement émotionnel ou physique, il est profondément spirituel. Il nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes,
à une dimension sacrée de l'existence. Cette ouverture spirituelle peut être intimidante pour quelqu'un qui n'est pas prêt à cette expansion de conscience. Damien est un homme pragmatique, rationnel, qui a construit sa vie entière sur la logique et le contrôle. Ingénieur de formation, il fait confiance aux faits, aux preuves, aux explications scientifiques. Sa vision du monde est matérialiste et rassurante dans sa simplicité. Quand Damien rencontre Louise, il expérimente quelque chose de complètement inexplicable selon ses critères habituels. Une connexion qui transcende la compréhension rationnelle, une communion d'âme qui défie toute logique, une sensation de retrouvailles avec une part de lui-même qu'il ignorait posséder. Cette expérience bouleverse profondément sa vision du monde. Il réalise que l'amour véritable demande un acte de foi, un abandon du contrôle total, une ouverture à des dimensions de l'existence qu'il ne peut ni mesurer ni expliquer. Pour quelqu'un comme Damien, cet abandon peut sembler équivalent à perdre sa santé mentale, à sombrer dans l'irrationnel. Son mental, habitué à tout analyser et comprendre, se trouve dépassé par la nature mystérieuse de l'amour authentique. Jung nous rappelle que votre âme désire ardemment que vous deveniez qui vous êtes vraiment. Mais parfois, nous résistons à cet appel de l'âme par peur de perdre nos repères familiers, notre identité construite sur la rationalité et le contrôle. L'amour véritable nous invite à intégrer notre dimension spirituelle, à accepter le mystère, à faire confiance à des forces qui nous dépassent. Cette invitation peut être terrifiante pour quelqu'un qui n'a jamais exploré cette dimension de son être. La peur spirituelle face à l'amour révèle souvent une coupure avec notre nature profonde, un oubli de notre essence spirituelle. Retrouver cette connexion demande courage et humilité. Jung croyait profondément au cycle naturel de la vie et à l'importance du timing dans le développement humain. Parfois, un homme peut aimer sincèrement mais ne pas être au bon moment de son développement personnel pour accueillir cet amour pleinement. Regardons Nicolas, 28 ans, qui traverse une période intense de questionnement professionnel et personnel. Il sort d'une relation difficile, cherche sa voie professionnelle, remet en question ses valeurs et ses priorités. Il est dans une phase de transition, de métamorphose intérieure. C'est précisément à ce moment-là qu'il rencontre Élise et ressent une connexion profonde, authentique, bouleversante. Tout en lui reconnaît qu'elle pourrait être la femme de sa vie, mais une partie lucide de lui sait qu'il n'est pas encore la personne qu'il veut devenir pour elle. Cette conscience de son immaturité émotionnelle relative crée un conflit interne déchirant. Il l'aime sincèrement, mais il a peur de lui faire du mal, de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle mérite, de compromettre leur potentiel par son état de confusion actuel. Sa fuite n'est pas un rejet de l'amour ou de la personne aimée, mais une forme de protection de l'être aimé et de la relation elle-même. Il se dit, elle mérite mieux que quelqu'un qui ne sait pas encore qui il est vraiment. Tout ce qui nous affecte ne nous arrive pas par hasard, mais nous attire, disait Jung. Parfois, nous attirons l'amour avant d'être entièrement prêts à le recevoir, créant un décalage douloureux entre le désir et la capacité. Cette situation demande une grande sagesse, savoir reconnaître nos limites actuelles sans renoncer à l'espoir, accepter le timing de la vie sans tomber dans la résignation. Parfois, aimer vraiment signifie avoir la patience d'attendre d'être prêt à aimer bien. Le respect du timing naturel peut transformer ce qui semble être un échec en préparation à quelque chose de plus grand. La maturité émotionnelle ne peut pas être forcée, elle se développe à son rythme organique. Heureusement, Jung ne nous laisse pas sans solution face à ces peurs complexes. Il propose un chemin de guérison basé sur la conscience, l'acceptation et l'intégration progressive. Pour dépasser la peur d'aimer, un homme doit d'abord reconnaître et accepter cette peur sans se juger ni se condamner. L'histoire de Raphaël illustre parfaitement ce processus de transformation. Après plusieurs relations sabotées par sa peur de l'engagement, après avoir blessé des femmes qu'il aimait sincèrement par ses fuites inexpliquées, Raphaël décide courageusement d'explorer ses résistances. Il entreprend un travail thérapeutique profond, médite quotidiennement sur ses blessures d'enfance, dialogue avec son ombre dans des moments de silence et d'introspection. Il apprend à reconnaître les signaux de son système de protection, à comprendre d'où viennent ses peurs sans les justifier. Progressivement, Raphaël comprend que sa peur n'est pas son ennemi mais sa gardienne maladroite. Elle a protégé son cœur vulnérable pendant des années, même si ses méthodes étaient parfois destructrices. En l'honorant plutôt qu'en la combattant, en la remerciant pour son service plutôt qu'en la condamnant, il peut commencer à la transformer.
Il apprend aussi à distinguer le passé du présent, à ne plus projeter automatiquement ses anciennes blessures sur les nouvelles relations. Cette discrimination demande une vigilance constante mais libère progressivement son cœur. Jung enseignait que ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. L'acceptation de nos peurs, sans complaisance mais avec compassion, est le premier pas vers leur dépassement et leur intégration harmonieuse. Ce processus de guérison n'est jamais linéaire. Il y a des avancées et des reculs, des moments de clarté et des périodes de confusion. Mais chaque pas conscient vers la compréhension de soi libère un peu plus notre capacité naturelle d'aimer sans condition ni restriction. Raphaël apprend aussi à cultiver la patience envers lui-même et envers le processus de transformation. Il comprend que guérir des blessures profondes demande du temps, de la douceur et une forme de tendresse envers ses propres fragilités. Finalement, aimer pleinement demande un type de courage particulier et rare, celui de rester ouvert malgré l'incertitude, de choisir la vulnérabilité malgré le risque, de faire confiance malgré les blessures passées, de se montrer authentique malgré la peur du rejet. Jung voyait dans l'amour authentique une forme d'héroïsme spirituel profondément différent des modèles héroïques traditionnels. Ce n'est pas le courage du guerrier qui conquiert par la force, mais celui du sage qui s'abandonne avec confiance. Ce n'est pas la bravoure de celui qui domine, mais celle de celui qui accepte d'être transformé. C'est le courage d'accepter que l'amour nous changera de manières imprévisibles, qu'il révélera en nous des aspects que nous ignorions, qu'il nous demandera de grandir au-delà de nos limites actuelles. C'est la bravoure d'embrasser l'inconnu de la transformation mutuelle. L'homme qui aime mais qui a peur vit ce conflit héroïque en temps réel. Il oscille entre l'appel puissant de son âme vers l'amour et les résistances légitimes de son ego blessé. Cette tension intérieure n'est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté, mais au contraire un témoignage de la profondeur de son être. Plus un homme ressent cette peur face à l'amour, plus cela révèle sa capacité à aimer profondément. Car seul celui qui peut aimer intensément peut aussi craindre intensément la perte, la souffrance, la transformation que cet amour implique. Cette peur devient alors un guide vers la guérison, un indicateur de ce qui demande à être intégré, compris, transformé. Elle pointe vers les zones de croissance nécessaires, vers les aspects de soi qui attendent d'être libérés. Le courage d'aimer ne signifie pas l'absence de peur, mais la décision consciente d'avancer malgré la peur, de s'ouvrir malgré le risque, de faire confiance malgré les cicatrices. C'est choisir la vie plutôt que la survie, l'expansion plutôt que la contraction. Dans la vision jungienne, la femme aimée n'est pas seulement un objet d'amour, mais un catalyseur puissant de transformation spirituelle et psychologique. Elle représente souvent pour l'homme une invitation à découvrir des aspects cachés de lui-même, à développer des potentiels endormis. Cette fonction catalytique peut être intimidante car elle implique que la relation ne sera pas simplement confortable ou prévisible, mais transformatrice et challengeante. L'homme presse inconsciemment qu'avec cette femme, il ne pourra pas rester le même. Marie-Claire, par exemple, éveille chez Jean-Luc une créativité qu'il avait enterrée depuis l'enfance. En sa présence, il ressent l'envie d'écrire, de peindre, de créer quelque chose de beau. Cette résurrection artistique le bouleverse car elle remet en question toute sa conception de lui-même comme homme pratique et rationnel. Cette fonction transformatrice de la femme aimée peut générer une peur existentielle. Si elle me change à ce point, serai-je encore moi-même? Vais-je perdre mon identité dans cette métamorphose? L'ego interprète cette transformation comme une menace de mort symbolique. Pourtant, Jung nous enseigne que c'est précisément cette capacité transformatrice qui fait la valeur sacrée de l'amour. Nous ne sommes pas destinés à rester figés dans une version limitée de nous-mêmes, mais à évoluer vers notre potentiel le plus accompli. La femme aimée devient alors un miroir qui révèle notre magnificence cachée, un guide qui nous conduit vers notre réalisation la plus complète. Accepter cette guidance demande un lâcher-prise de notre besoin de contrôle et une confiance dans le processus d'évolution. Face à cette peur de l'amour, l'homme développe souvent des mécanismes de défense sophistiqués pour se protéger tout en maintenant l'illusion qu'il est disponible pour la relation. Ces stratégies inconscientes peuvent être particulièrement douloureuses pour la femme qui ne comprend pas ce qui se joue. Le premier mécanisme est l'évitement déguisé. L'homme trouve toujours des raisons valables pour ne pas s'engager pleinement. Il est trop occupé par son travail, il a des projets importants à terminer, il doit régler certaines choses avant de pouvoir s'investir.
Ces raisons ne sont pas nécessairement fausses, mais elles servent de paravent à sa peur. Le deuxième mécanisme est l'alternance. Il passe de moments d'intimité intense à des périodes de distance froide, créant un cycle de rapprochement-éloignement qui maintient la femme dans l'incertitude. Cette stratégie lui permet de goûter à l'amour par doses contrôlées sans jamais s'abandonner complètement. Le troisième mécanisme est la projection. Il attribue à la femme ses propres peurs ou résistances. Il peut l'accuser d'être trop possessive quand c'est lui qui a peur de l'engagement, ou de ne pas être prête quand c'est lui qui fuit l'intimité. Le quatrième mécanisme est le sabotage relationnel. Il crée inconsciemment des conflits ou des situations qui justifient sa fuite. Il peut provoquer des disputes, flirter avec d'autres femmes ou adopter des comportements qui poussent sa partenaire à bout. Ces mécanismes ne sont pas de la malveillance consciente, mais des stratégies de survie développées pour gérer une peur qui semble insurmontable. Comprendre ces patterns peut aider à les dépasser avec compassion plutôt qu'avec jugement. Jung percevait l'amour authentique comme une véritable initiation spirituelle, un passage obligé vers une conscience supérieure. Cette vision élève la relation amoureuse au-delà du simple bonheur personnel pour en faire un chemin de réalisation spirituelle. Dans cette perspective, la peur ressentie face à l'amour prend un sens initiatique. Elle ressemble à la peur de l'apprenti qui se prépare au mystère sacré, qui presque sa vie ne sera plus jamais la même après cette révélation. L'initiation amoureuse comporte plusieurs phases distinctes. D'abord la fascination, l'homme est attiré par quelque chose qu'il ne comprend pas encore complètement. Puis vient l'appréhension, il réalise que cette rencontre va le transformer. Ensuite la résistance, il tente de maintenir son ancienne identité. Enfin, s'il a le courage de poursuivre, vient la transformation. Il accepte de mourir à son ancien moi pour renaître dans une version plus accomplie. Cette initiation par l'amour révèle des vérités essentielles sur la nature de l'existence, l'interconnexion de toutes choses, la nature illusoire de la séparation, la possibilité de transcender l'ego pour accéder à une conscience plus vaste. Mais toute initiation authentique implique des épreuves, des passages difficiles, des moments où l'initié doute et veut rebrousser chemin. La peur fait partie intégrante du processus. Elle n'est pas un obstacle mais un passage obligé. L'homme qui fuit l'amour par peur refuse inconsciemment son initiation spirituelle. Il préfère rester dans le connu, même insatisfaisant, plutôt que d'affronter l'inconnu transformateur de l'amour authentique. En fin de compte, Jung nous enseigne une vérité fondamentale. L'amour n'est pas seulement un sentiment ou une émotion, mais un chemin privilégié d'évolution spirituelle et psychologique. La peur qui l'accompagne n'est pas un obstacle à éliminer ou un défaut à corriger, mais un guide précieux vers nos zones de croissance les plus importantes. Cette peur révèle nos blessures non guéries, nos potentiels non développés, nos résistances à devenir qui nous sommes vraiment destinés à être. Elle pointe vers les aspects de nous-mêmes qui demandent intégration, compréhension, transformation. Quand un homme vous aime et qu'il a peur, comprenez que vous représentez pour lui bien plus qu'une simple partenaire romantique. Vous incarnez son potentiel de transformation, son invitation à l'évolution, son chemin vers une version plus accomplie et authentique de lui-même. Cette peur n'est pas un rejet de votre valeur personnelle ou de votre beauté, mais plutôt une reconnaissance inconsciente de votre pouvoir transformateur extraordinaire. Vous touchez en lui des cordes si profondes qu'elles réveillent des échos de toute une vie, des mémoires ancestrales, des aspirations spirituelles enfouies. Vous représentez pour lui la possibilité d'accéder à des parties de lui-même qu'il a oubliées, niées ou réprimées. Cette perspective peut être à la fois exaltante et terrifiante. Exaltante car elle promet un épanouissement incomparable, terrifiante car elle exige l'abandon de certaines certitudes. La patience et la compassion peuvent alors devenir vos alliés les plus précieuses. Non pas une patience passive qui accepte tout et n'importe quoi, mais une patience active, consciente, qui comprend les processus profonds en jeu sans pour autant renoncer à vos propres besoins et limites. Cette compréhension ne signifie pas que vous devez accepter des comportements blessants ou des relations déséquilibrées. Elle signifie simplement que vous pouvez regarder au-delà des symptômes pour comprendre les causes, au-delà des réactions pour saisir les mécanismes. Car comme le disait Jung avec une profonde sagesse, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Cette transformation mutuelle est l'essence même de l'amour authentique. L'amour véritable transforme toujours les deux partenaires.
La peur qu'il suscite n'est que le prélude nécessaire à cette alchimie sacrée où deux âmes acceptent courageusement de se laisser transformer l'une par l'autre, créant ensemble quelque chose de plus grand, plus beau, plus accompli qu'elles ne pourraient jamais être séparément. Dans cette danse éternelle et universelle entre l'amour et la peur, Jung nous rappelle une vérité essentielle. C'est en intégrant nos contradictions apparentes que nous accédons à notre humanité la plus complète et la plus authentique. Car aimer malgré la peur, choisir l'ouverture malgré le risque, maintenir la confiance malgré l'incertitude, c'est peut-être l'acte le plus profondément humain et spirituel qui soit. C'est dans ce courage du cœur que réside notre grandeur véritable. L'homme qui apprend à traverser sa peur pour accéder à l'amour accomplit le plus beau voyage qui soit. Celui qui mène de la survie à la vie véritable, de la protection à l'ouverture, de l'ego à l'âme. Et ce voyage, bien qu'exigeant, est aussi le plus gratifiant qu'un être humain puisse entreprendre.